congolaise aujourd'hui, c'est évidemment pour balayer toutes les questions évidemment liées à l'actualité de notre pays. Vous le savez très bien, la République démocratique du Congo, l'événement majeur qui a caractérisé, sinon depuis aujourd'hui plus de 3 décennies, c'est l'insécurité ou encore l'agression à l'est de la République. Vous avez suivi comment le président de la République, au travers, n'est-ce pas, la diplomatie agissante, a, je peux dire, mis fin à cette aventure. Parce qu'aujourd'hui, nous pouvons dire haut et fort que cette agression était l'œuvre orchestrée par Paul Kagame, mais aussi ses acolytes, notamment Joseph Kabila et les autres. Au-delà de ça, le président, avec les mouvements belligérants, notamment la FC23, ont décidé de poursuivre à travers le gouvernement le pourparler de Doha, aujourd'hui qui continue au niveau de la Suisse. Ce sont des éléments qui montrent à suffisance la volonté du président de la République à pouvoir instaurer définitivement la paix dans notre pays. Aujourd'hui, vous êtes en train de voir que tout est au vert. Tout ce qui était difficile pour le Congolais devient de plus en plus facile. Vous avez vu l'événement majeur qui, après 52 ans, la République démocratique du Congo aujourd'hui est qualifiée une fois de plus au mondial. C'est une victoire parce que, au-delà du retour dans les concerts des nations, la République démocratique du Congo refait surface à l'échiquier mondial. C'est pour dire que le président Tshisekedi a décidé de changer les fusils d'épaule par rapport à la direction que prenait la République démocratique du Congo. Le président avait dit, arrivé au pouvoir, qu'il venait pour déboulonner. Aujourd'hui, nous sommes tous convaincus que le système que Paul Kagame avait instauré en République démocratique du Congo au travers ses acolytes a été déboulonné. C'est pour nous un motif de joie. C'est vrai que nous vivons à Kinshasa, il y a plusieurs questions qui taraudent nos esprits. L'insécurité, liée par exemple au phénomène kidnapping, qui a même suscité un motif de motion contre le vice-premier ministre de l'Intérieur. C'est vrai que nous vivons à Kinshasa. Je ne peux pas aujourd'hui, en venant devant vous, ne pas parler du phénomène kidnapping ou de l'insécurité qui fait surface. Mais il faudrait noter la volonté manifeste des animateurs. Lorsque le président de la République délègue son pouvoir à un ministre de l'Intérieur, de la Défense, c'est pour que les résultats soient attendus. Je pense qu'il est aujourd'hui, pour la plupart des Congolais, de pouvoir établir les responsabilités. Qu'est fait le gouverneur de la République, le gouverneur de la ville de Kinshasa, en termes de responsabilité de l'insécurité de la ville de Kinshasa? Où est le commandant de la ville de Kinshasa dans cette affaire de l'insécurité? Où sont les chefs de district? Où sont les chefs de SIAT et de sous-SIAT? J'interpelle ici l'autorité, le vice-premier ministre. La motion ne veut pas dire que vous allez partir nécessairement, non. Mais la motion est une interpellation face à vos responsabilités. Je vous interpelle également pour vous dire, le président vous a doté d'un stylo vert, au besoin d'un stylo rouge. Lorsque ça ne marche pas, vous avez la possibilité d'identifier les responsables et de les sanctionner. Je ne vois personne ici parler du ministre provincial de l'Intérieur. Mais il y a des ministres, ils sont payés avec l'argent de l'État. Et donc, toutes ces questions, nous ne pouvons passer sous silence. L'épineuse question de la CENI. Nous sommes en 2026, la Constitution prévoit les élections en 2028. Est-ce devrions-nous entrer dans le modus operandi pour installer la CENI en vue de préparer les élections en 2028?
La République a toujours échoué. Le même cause produisant les mêmes effets, nous allons souvent aux élections sans identification préalable de la population. Nous ne savons pas qui est congolais, qui ne l'est pas. Au point où nous allons à des élections avec des Rwandais qui sont assimilés aux Congolais, des Brazzavillois, des Kenyans, des Éthiopiens, ainsi de suite. Le Rassemblement pour la souveraineté et la démocratie conditionne cette fois-ci les débuts de processus électoral par l'identification préalable de Congolais. Nous demandons au chef de l'État de pouvoir mettre les moyens à la disposition de l'Office national de l'identification, ONIP, afin que l'ONIP puisse nous doter des cartes d'identité. Ce n'est qu'avec les cartes d'identité que nous pouvons savoir qui est congolais, qui ne l'est pas. Et à l'issue duquel nous irons aux meilleures élections. Parce que les élections, on doit se le dire, permettent aux Congolais de se choisir un président. Et donc, il n'y a pas de précipitation. Nous suivons à gauche, à droite. Les gens parlaient de modification, changement de la Constitution. Le président de la République a une mission et non un mandat. Moi, je dis aujourd'hui, haut et fort, le Rassemblement pour la souveraineté se fonde sur deux vitesses. La souveraineté et la démocratie. L'on ne peut pas parler de démocratie sans pour autant avoir un peuple souverain dans un pays souverain. La souveraineté d'un pays veut dire un territoire stable. Comment voulez-vous que l'on aille aux élections avec un territoire occupé? Comment voulez-vous que l'on puisse respecter la Constitution avec des mouvements de belligérance qui sont soutenus par des forces internationalisées? Voilà pourquoi nous disons ceci, en ce terme bien précis. Le Rassemblement pour la souveraineté et la démocratie dit oui aux réformes à apporter à la Constitution. Et donc, nous sommes d'accord que l'on puisse réviser certains articles de la Constitution, notamment l'article 220, qui limite le nombre de mandats et la durée. Ils disent, bon voilà, le président est élu pour un mandat de 5 ans, une fois renouvelable. 5 ans ne peut pas aider un pays comme la République démocratique du Congo à se développer. Si au Rwanda, ils ont 7 ans, Congo-Brazzaville, ils ont 7 ans, Ouganda, ils ont 7 ans, pourquoi ne pas aller vers un septennat? Nous demandons au président de la République, puisqu'il avait dit qu'il mettrait en place une commission chargée de pouvoir travailler sur les différentes, je dirais, réformes à apporter à la Constitution, nous demandons que l'on puisse toucher l'article 220 afin que nous puissions passer de 5 ans à 7 ans pour permettre à notre pays de se développer. Et donc, que les gens disent qu'il a un mandat, qu'il a une mission, nous disons, les plus importants que le président Tshisekedi permette à cette République de se développer à l'horizon 2035. Merci beaucoup. Merci. Pour dire une chose ici. En 2011, Kabila a modifié cette constitution en changeant environ 8 articles de la constitution du 18 février 2006. Parmi les articles phares, c'était premièrement le découpage du territoire congolais. Nous passions en son temps de 12 provinces à 26 provinces. Quelle était l'urgence? Il n'y avait pas d'urgence. Nous passions de 2 tours à 1 tour d'élection. Quelle était l'urgence? Et donc, la vraie vérité, c'était que Kabila était minoritaire, il avait peur de la majorité. Je suis pour la modification de la Constitution pour que nous revenions à 2 tours, par exemple, parce que les élections à 2 tours consacrent une majorité expressive en termes de démocratie. Par contre, l'élection à 1 tour vient consacrer une majorité minorisée. Ça veut dire quoi? Lorsque nous sommes à 1 tour, même si vous gagnez avec 30%,
vous êtes le président de tous les Congolais. Mais par contre, pour gagner les élections et diriger toute la République, il faut avoir au moins 50% plus. Là, ça passe, vous dirigez la majorité. Et donc, il y a nécessité, que l'on veuille ou non, de pouvoir modifier la Constitution. Joseph Kabila l'a fait. La Constitution que nous avons aujourd'hui est une Constitution qui a été taillée sur mesure en vue de satisfaire les intérêts des belligérants.